Compose, épisode 72. Toute ma jeunesse, j'avais toujours dit que je voulais être styliste. Et puis d'un coup, j'arrive là, ça me plaît pas. Et donc, ça a été difficile, en fait, de faire le deuil de ce truc. Mais je sentais, et en fait, je crois qu'il y a un truc très instinctif dans mon corps. Quand je sais que c'est plus ça, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Genre, tout d'un coup, il y a une information qui tombe. Et je suis en mode, c'est pas ça. Alors, on bouge. Enfin, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Enfin, il y a un truc de... Pourquoi est-ce que j'irais au bout de quelque chose qui fait plus sens ? Enfin, ça, c'est vraiment impossible pour moi. Hyper difficile de faire ça. Et je pense que ça m'a fait gagner un temps quand même assez considérable dans la vie. Mais parfois, c'est pas forcément facile. Parce que pour le regard des autres, on m'a souvent dit, ou parfois on me disait... mais vas-y, accroche-toi. Tu sais pas ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout que je sais pas ce que je veux, c'est que justement, je sais ce que je ne veux pas. Ouais. Et je sais pas encore exactement ce que je veux, mais c'est pas ça, en tout cas. Et donc, non. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer. Un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences ou table ronde, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter et connecter. Allez, place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Boulet, passeuse d'âme, formatrice et artiste. Ensemble, on a parlé de ses études artistiques, des cours de couture qu'elle donnait, de ses doutes, de son voyage au Népal qui l'a profondément marqué, de son côté instinctif, de sa formation de doula, du moment où elle a su qu'elle était passeuse d'âme, de son rapport à la spiritualité, de son guide, de liberté, de son envie de transmettre, de confiance, d'autonomie financière. J'espère que l'épisode vous plaira. Ah oui, et si vous souhaitez soutenir Compose, c'est possible via Patreon. Je dépose juste ça là et je vous souhaite une très belle écoute. Merci Pauline d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi. Tu es donc médium, passeuse d'âme, artiste et formatrice. Et on va peut-être commencer par justement ce parcours d'artiste. Pourquoi tu as choisi de faire des études justement dans cet univers-là ? J'ai l'impression que c'était pas vraiment un choix. Enfin, c'était plus une évidence, si je puis dire. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi avec une mère artiste. Enfin, on a toujours été, avec ma sœur, très, très vite mise dans le bain de, je sais pas, du bricolage, construire des maisons de poupées en carton. Enfin, donc, il y avait un truc très normal pour moi de m'exprimer à travers, je sais pas, la création, quoi, voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment un choix, parce que c'était tellement ancré en moi. Et parfois, c'est vrai que j'oublie de dire que je suis aussi artiste. Enfin, ça dépend à qui je me présente et dans quelle période de vie je me trouve. Mais c'est vrai que c'est parfois des trucs... je me rends pas compte que c'est quelque chose en soi. Et par exemple, des nouvelles connaissances, enfin des nouvelles amies que je me suis faites aujourd'hui, qui me connaissent pas sous cet aspect-là. Et donc, à travers leurs yeux, je remarque que c'est particulier, en fait, d'avoir cette créativité et d'avoir toujours un truc à faire avec mes mains. Donc, ça c'est vraiment très, très ancré, en fait. Donc, ça a été naturel d'aller vers l'art, déjà en secondaire, puis après, évidemment, en supérieur aussi. Et pour mes parents aussi, quand je leur ai dit, bon, moi, je vais aller en artistique, c'était pas vraiment une question. Enfin, c'était plus une affirmation. Excellent. Et donc, je leur demandais pas vraiment leur avis. Je les prévenais juste que c'était le moment. Et avant de revenir à l'art, justement, comment tu te présentes, du coup, aux gens ? Je trouve que c'est toujours une question très difficile parce que clairement je suis multi-intéressée, multi-passionnée, enfin voilà. Et donc aujourd'hui, tu le disais là parce que je l'ai mis dans ma description, mais aujourd'hui je me sens un peu moins proche du mot médium. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de plus de plus juste avec le mot passeuse. Et c'est vrai que je te l'ai dit juste avant, mais je suis un peu en réflexion sur mes services, sur ma mission, sur où je vais avec tout ça. Et je pense que le fil rouge, en tout cas, que j'arrive aujourd'hui un peu à tracer à travers tout ce que j'ai vécu et tout ce que je fais, c'est quand même vraiment cette position, enfin ce rôle de passeuse qui prend plein de formes différentes en fait. Et dans l'enseignement, et dans l'art, et dans l'accompagnement. Donc j'ai l'impression que ça c'est vraiment l'essence
pour l'instant en tout cas, de ce que j'ai compris de qui je suis. J'ai 1 milliard de questions sur toutes les multiples casquettes que tu as justement. On va essayer d'être un peu dans l'ordre. Donc reparlons d'art. Du coup, comment tu as vécu en fait le fait de suivre un parcours artistique? Enfin, comment tu as vécu l'Académie royale des beaux-arts notamment et voilà, comment ça s'est passé pour toi? Je ne sais pas très bien par quoi commencer. On a plein de temps, donc tu peux y aller. C'était une période hyper... Enfin, il y avait beaucoup de liberté. Ouais. Ça, c'était vraiment super, je trouve, dans ces études-là. C'est vrai que ça m'a très fort ouvert l'esprit, en fait, très jeune. Parce que même en secondaire, donc j'étais à Saint-Luc en secondaire, en art de l'image. Et je venais à la base d'une école plus traditionnelle, générale. Et donc, rien que ce changement-là, d'être avec des gens qui étaient plus âgés, qui n'avaient pas forcément le même âge, qui avaient des parcours différents, déjà vers 16-17 ans, c'était mon quotidien, quoi. Et puis après, ça a continué, en fait, juste à aller dans ces univers-là. Et c'est vrai que j'ai fait aussi un stop en stylisme. Ça, je ne sais pas si je l'avais écrit quelque part, si tu le sais, mais j'ai fait une année de stylisme parce que mon rêve de petite fille, en fait, c'était d'être styliste. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai fait ça, mais c'était trop technique pour moi et pas assez créatif. Et donc, j'ai finalement changé. Je suis allée, du coup, aux Beaux-Arts, en art textile. Et donc, voilà, là, c'était le retour un peu plus à vraiment l'art, le fait de faire des choses sans qu'il y ait un but d'objet ou de design. Et donc, ça me parlait plus parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Et ce rapport à l'art, il a toujours été aussi extrêmement thérapeutique. Donc, il y a quelque chose de très intime, en fait, dans mon rapport à la création. Et donc, ouais, c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là, de retourner aux Beaux-Arts, enfin, d'aller aux Beaux-Arts. Et ouais, un espace de liberté assez incroyable. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis, mais c'est fou d'avoir pu, comme ça, pendant 2-3 ans... se poser des questions sur quelle est ma démarche, qui je suis, enfin voilà, toutes des choses comme ça, que je pense... moi, ça me semblait normal, mais tout le monde n'a pas cette expérience, en fait, dans la vie, à cet âge-là. Et je pense que, du coup, ouais, c'était aussi une manière de m'introspecter, déjà très, 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 très tôt. Et j'étais animée par plein de thèmes sur ma féminité, sur comment est-ce que moi, je voulais... faire mes choix avec mon corps, avec ce que je vivais. Enfin, et comme il y avait vraiment ce côté aussi transformation thérapeutique, particulièrement quand j'étais ado, c'était très très fort. C'était vraiment ma manière de m'exprimer parce qu'en fait, j'avais pas vraiment l'espace pour dire les choses dans ma famille. C'était plutôt un contexte familial de non-dit. C'était pas forcément quelque chose qui était très présent. Et donc ouais, moi, pour survivre, il fallait que je trouve une manière de m'exprimer, quoi. Et donc, j'étais dans ma chambre à vraiment mettre mon âme sur les murs. Enfin, cette chambre, elle était... c'est vraiment une chambre d'ado, mais une chambre d'ado artiste, quoi. Donc, c'était high level de... excellent. de bordel et de trucs dans tous les sens. Enfin, voilà. Et donc, ouais, cet univers personnel, il m'a vraiment très, très fort aidé, en fait, pour sortir ce dont j'avais besoin au niveau émotionnel. Et ça a continué comme ça pendant plusieurs années. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, je me suis rendu compte que je pouvais parler, que je pouvais aller voir un psy et que je pouvais, je suis pas obligée de tout garder en moi. Ouais. Et donc, le rapport à l'art était moins fort. Et ça m'a vraiment questionnée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus la flamme. Comment ça se fait? Et elle est plus aussi forte, en tout cas. Et donc, quel est le sens? Et c'est ça qui a fait qu'à un moment, j'ai arrêté. Parce que je me suis vraiment questionnée sur c'est quoi le sens. Et puis je me disais, mais en fait, il y a tellement déjà d'objets sur Terre, il y a tellement déjà de pollution. Enfin, qu'est-ce que moi, je vais produire un objet, enfin une œuvre, un truc. Et puis quoi, ça va aller où? Dans un musée, je sais pas. Et puis le monde de l'art me parlait pas trop non plus. Je voyais pas très bien comment je pouvais trouver ma place là-dedans. Et donc, je me suis vraiment posé cette question du sens. Et c'est là que je me suis dit, peut-être l'art-thérapie, puisque c'est ce que moi j'ai expérimenté et c'est comment moi je vivais l'art. Et ça, c'est un questionnement que tu as eu pendant que tu étais aux Beaux-Arts? Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai arrêté et j'ai voulu commencer psycho. Ouais. Et ça a duré, je sais pas, 1 mois, peut-être maximum. Parce que l'idée était bonne en soi, mais c'était pas mon chemin. Voilà. Et tu l'as senti du coup directement? Enfin, comment tu l'as su? Comment tu as su que, après 1 mois... C'était bon. Je me rappelle très bien du moment où mon père me dit j'ai payé le Minerval. Ouais.
Et j'ai un stress, quoi. J'ai vraiment genre un truc qui me prend dans le bide où je suis en mode c'est pas une bonne idée. Ouais. Ça t'enfermait dans un truc que tu voulais pas. Ouais. Et puis je pense que ce qui a accéléré aussi le truc, c'est que ma grand-mère a été diagnostiquée à ce moment-là avec un cancer. Ouais. Et ma mère m'appelle à un jour où j'étais dans cet auditoire de psycho là, et le cours allait commencer. Ma mère me dit voilà. Ma grand-mère, on a le diagnostic, elle a un cancer et elle décide de pas se soigner. Mm-hmm. Et donc elle me dit voilà, si tu veux, je viens te chercher et on va la voir maintenant, mais ou un autre jour. Et je lui dis ok, viens me chercher maintenant. Et vraiment, mais juste avant que le cours commence, quoi. Et je suis sortie de cet auditoire et puis je suis plus jamais revenue. Ah ouais. Donc ça c'était mes derniers souvenirs de psycho. Super souvenir. Ouais. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu voulais te diriger vers quelle voie? Alors là, j'étais paumée. Comme ça m'arrive encore régulièrement. Donc ouais, là j'étais vraiment en mode qu'est-ce que je fous. C'est vrai que j'avais déjà des cours d'art, de couture, parce que c'était mes premiers jobs, même en tant qu'étudiante. En fait, j'avais des cours de couture. Chouette. Ouais. Et j'aimais beaucoup l'enseignement en fait. Et donc ça me parlait, mais en même temps. Ouais, à ce moment-là, je sais pas, c'était pas très clair encore, et voilà. Et le seul truc qui était clair, c'est que je voulais aller au Népal. Mm-hmm. Voilà, je sais pas d'où ça sort. Il y avait rien qui me disait le Népal. J'ai pas de parents qui ont voyagé. Enfin, ils sont pas du tout voyageurs d'ailleurs. Aucun membre de ma famille. Enfin, je sais pas d'où ça sort. J'ai même pas vu un documentaire. Enfin, rien quoi. Mais à ce moment-là, du coup, j'avais 22 ans. Et je me suis dit, s'il y a bien une chose que je sens là, c'est qu'il faut que j'aille au Népal. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et donc, je suis partie avec mon sac à dos. Premier voyage solo, premier voyage en dehors de l'Europe. Sans billet retour aussi, parce que, voilà, YOLO. et donc, ouais, je suis partie, et c'était aussi un moment hyper fort dans mon parcours, parce que du coup, je sais pas, c'était vraiment un voyage qui m'a hyper fort marquée pour ma propre évolution, de me trouver moi-même, de me trouver dans un pays, quand même, il y a un choc culturel quand même fort, toute seule. Et le fait d'être toute seule à cet âge-là, en fait, je trouve que ça te pousse vraiment à devoir surpasser les blocages, les peurs, ou les appréhensions. Ouais. Parce que je suis en mode, oui, mais si je sors pas de mon auberge, je mange pas. Si j'ose pas traverser la rue, en fait, je vais nulle part. Et donc, il y avait un truc de, il faut y aller, quoi. Il faut se bouger le cul. Et voilà, donc c'est vrai que ça a été très fort, surtout que la première image que j'ai eue quand je suis arrivée au Népal, j'étais dans ce taxi-là depuis Katmandou, depuis l'aéroport, et donc j'ouvre la porte, donc je suis arrivée près de l'auberge, j'ouvre la porte du taxi, et la première chose que je vois, c'est un mec sur un skateboard, mais en mode il n'y avait pas de bras, pas de jambes, et il était sur un skateboard, quoi. Et donc moi j'ouvre la porte, et je vois ça avec plein de poussière et tout, et je suis en mode mais qu'est-ce que je fous, quoi. Où est-ce que je suis, vraiment et ce qui est drôle, c'est que j'ai plus jamais vu ça. Je veux dire, oui, évidemment, c'est un pays où il y a de la pauvreté, mais j'ai plus jamais été confrontée à des images comme ça pendant mon voyage. Mais par contre, celle-là, elle m'a marquée, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu as été beaucoup à la rencontre des gens, de la culture, etc.? En fait, j'ai commencé par un trek avec une fille que j'avais rencontrée à Bruxelles. Et donc, c'était le seul truc organisé que j'avais de mon voyage. Et c'était rassurant, parce que j'avais déjà vu, voilà. Donc, je savais que j'allais être prise en charge par ce truc. Ça durait, je sais plus, une ou 2 semaines. Et on allait aller dans les montagnes et tout. Donc, c'était top. Et à travers elle, je lui avais dit, moi, je cherche des plans pour faire du bénévolat. Je sais pas, j'avais cette envie évidemment de connecter avec les gens, plus de vivre en fait des expériences avec les gens. Et donc je me disais c'est une bonne approche, quoi. Et donc via elle, en fait, elle m'a mis en contact avec un village en disant tu peux aller là si tu veux. Et j'avais dit que je pouvais donner des cours d'art. Et donc c'est comme ça que j'ai débarqué dans ce village. Et finalement j'ai donné des cours d'art. On s'entend. C'était vraiment une excuse pour être là, en fait. Et puis, il y a quand même ce truc aussi très, très européen, centré, où, en fait, très vite, je pense au Népal, c'est ça qui a été
qui a été très fort aussi, c'est que je me suis rendu compte que je devais oublier tout ce que je connaissais pour vivre un bon moment. Je me suis dit, il faut pas venir là avec, je sais pas, des attentes ou des préconceptions de à quoi ça va ressembler, parce que ça n'a rien à voir. Voilà, de base, ça n'a rien à voir. Donc, juste un peu ferme ta gueule. Vas-y, le cœur ouvert, tu vois. Et en fait, demande à ces gens de t'apprendre la vie plutôt que de venir avec je vais vous apprendre l'art. Oui, en fait, ça. rien à voir. Évidemment, en plus, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Enfin, il y a aussi un truc où déjà, il n'y a pas d'école. Donc, un cours d'art, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, voilà, ils voyaient pas l'intérêt, en fait, de proposer ça aux enfants. Et puis même les enfants, ils étaient tellement pas habitués au fait d'être en lien avec leur créativité ou de créer que quand moi, je leur proposais de faire un dessin ou quoi, ils copiaient tous exactement ce que je faisais. Alors que moi, j'étais en mode, mais vas-y, amuse-toi. Enfin, et en fait, ils apprennent en copiant. Donc, il y avait vraiment tout un bug comme ça où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, très vite, ça s'est transformé et c'était pas du tout ce que j'avais projeté. Et c'était beaucoup mieux comme ça, en fait. C'était génial. Et c'était juste, je pense, une manière créative de la vie de m'amener en lien avec cette famille qui, du coup, est restée toujours présente dans ma vie, même encore maintenant. Donc, 8 ans plus tard, quoi. Ah ouais. Et t'es restée combien de temps là-bas? Au Népal, la première fois, 3 mois. Mais dans le village avec la famille, 1 mois, la première fois. Et c'était assez pour vraiment vivre des expériences avec eux du quotidien et d'être directement incluse, en fait, très, très fort dans leur vie, voilà, tous les jours, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu es rentrée? J'avais un peu fait le tour, je pense, enfin, pas du pays, mais je veux dire du fait d'être partie, quoi. Et je me disais, je pourrais continuer, mais en même temps, j'avais pas forcément envie d'aller dans un autre pays. Il y avait un truc je suis pas forcément une baroudeuse, tu vois, aventurière à la conquête du monde, tu vois. Ça, c'est pas vraiment mon délire quand je voyage, en fait. J'aime bien être implantée quelque part et vraiment connectée avec les gens. Et c'est vrai que je savais pas très bien comment je voyageais, puisque c'est la première fois que je faisais ça. Mais je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de parcourir des paysages, d'aller visiter des trucs. Enfin, voilà. Et donc, du coup, quand mon visa commençait à se terminer, je me suis dit, en fait, il est temps, quoi, de rentrer. Et puis, en plus, à ce moment-là, j'avais un copain et c'était quand même assez compliqué avec lui, la distance, etc. Et donc, ça a aussi accéléré le retour. Mais de toute façon, j'étais arrivée au bout de mon visa et j'avais pas envie de continuer à voyager ailleurs parce qu'en fait, c'était vraiment le Népal qui m'appelait, quoi. Donc, et quand t'es rentrée, tu voulais aller vers quoi? Je voulais donner des cours parce que du coup il y avait vraiment ce truc d'enseignement qui était quand même toujours là et j'en avais un peu marre des petits boulots un peu à la con où je donnais des cours de couture mais toujours dans des structures très précaires. C'était vraiment des ASBL ou des cours du soir ou des choses comme ça, mais donc j'avais toujours des contrats un peu foireux de bénévolat défrayés, enfin des choses comme ça. Et puis donc c'était pas très stable, quoi. Et puis c'était plein de petits boulots plic-ploc. Donc voilà, et du coup je me suis dit en fait vraiment alors donne-toi les moyens d'être prof, quoi. Et donc je suis retournée à l'ACA pour faire mon master en me disant je vais faire le master pédagogique et donc je vais pouvoir vraiment donner des cours d'art dans une structure, enfin dans une école, quoi. Donc ça c'était l'objectif à ce moment-là. Trop bien. Et du coup tu l'as fait? Non. Mais donc j'ai fait en partie mais pas jusqu'au bout parce qu'entre-temps évidemment d'autres choses arrivent dans ma tête et en fait c'est vrai que il y a un truc où je pense ça va très vite dans ma manière de fonctionner et donc il y a là quand je te raconte mon parcours et je le sais très bien mais ça, je trouve ça se reflète très très fort ce truc de ça va vite, en fait. Ça va vite parce que quand je sens que c'est plus ça, je change directement, en fait. Et c'est vrai qu'au tout début de ma vie, quand c'est arrivé, par rapport au stylisme en particulier, j'avais pourtant tanné mes parents et dans toute ma jeunesse, j'avais toujours dit que je voulais être styliste. Et puis d'un coup, j'arrive là, ça me plaît pas. Et donc, ça a été difficile, en fait, de faire le deuil de ce truc. Mais je sentais, et en fait, je crois qu'il y a un truc très instinctif dans mon corps. Quand je sais que c'est plus ça, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Genre, tout d'un coup, il y a une information qui tombe et je suis en mode, c'est pas ça. Alors, on bouge. Enfin, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Enfin, il y a un truc de pourquoi est-ce que j'irais au bout de quelque chose qui fait plus sens? Enfin, ça, c'est vraiment impossible pour moi. Hyper difficile de faire ça. Et je pense que ça m'a fait gagner un temps quand même assez considérable dans la vie. Mais parfois, c'est pas forcément facile. Parce que pour le regard des autres, on m'a souvent dit, ou parfois on me disait,
mais vas-y, accroche-toi. Ouais. Tu sais pas ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout que je sais pas ce que je veux, c'est que justement, je sais ce que je ne veux pas. Ouais. Et je sais pas encore exactement ce que je veux, mais c'est pas ça, en tout cas. Et donc, non, voilà. Je saurais pas mieux après. Ça te faisait peur parfois, justement, de pas savoir ce que tu voulais? Ouais, je pense... de savoir ce que tu ne voulais pas, mais du coup, de pas avoir de tracé, entre guillemets. Ouais. C'était pas toujours confortable et ça reste déstabilisant évidemment de vivre un peu comme ça par à-coup, mais en même temps c'est devenu de plus en plus excitant. Enfin, c'est comme si genre dans ces moments un peu de rupture ou de genre en fait c'est plus ça, ben il y a comme tout d'un coup, je sais pas, plein de portes qui s'ouvrent et je me dis waouh, trop bien, genre où est-ce qu'on va aller maintenant, tu vois. Et donc il y a de la peur et puis il y a de l'excitation en fait. Mais c'est un doux mélange. Oui, c'est ça. Et dans ton parcours, j'ai lu aussi que tu avais été doula et que tu avais formée en symptothermie. Exact. Comment t'es arrivée vers ça? Donc c'est la suite de l'histoire, c'est que donc j'étais aux Beaux-Arts. J'ai juste fait mon master 1 en fait aux Beaux-Arts, finalement pas le master 2. Et donc là, je commençais vraiment à plus m'intéresser au féminin parce que c'était déjà des questions que j'avais depuis super longtemps sur moi. Par rapport à ma famille aussi, j'ai beaucoup questionné l'histoire avec mon grand-père et ma grand-mère. Enfin, c'était un couple assez dysfonctionnel et donc le fait d'avoir vu ça, je me suis très vite questionnée sur le féminisme, sur le rapport homme-femme et ça m'a poursuivi, ça m'a couru après. Non mais je veux dire, ça a été très présent tout au long de ma vie en fait, au niveau personnel. Et donc au moment où je suis revenue pour mon master, ça devenait le thème en fait de ce que je voulais proposer dans mes œuvres. Ça parlait du féminin sacré, d'un rapport à se réapproprier cette puissance en soi. Et donc finalement en fait ce thème-là, c'est comme s'il y a eu un espèce de basculement entre la forme que je leur donnais par l'art et le fond qui commençait à m'intéresser plus que la forme. Et donc tout d'un coup ça a basculé quoi. Et je me suis dit bon là il y a un truc à faire vraiment. Et donc c'est comme ça que j'ai quitté le monde de l'art, enfin entre guillemets, pour plus me concentrer sur ce chemin-là, sur toutes ces questions, sur en effet la contraception, sur se réapproprier sa santé, son corps, en tant que femme. Et donc je suis partie et j'ai commencé à me former en tant que doula. J'ai aussi découvert à ce moment-là, je pense, des témoignages de violences obstétricales. Et il y avait un truc en moi, c'est vrai que c'est particulier parce que de nouveau, en général, les doulas, c'est des femmes qui, en tout cas qui deviennent doulas, c'est souvent par la maternité en fait, par l'expérience, où elles se disent, en fait, on peut mieux faire. Enfin, j'ai vécu des trucs traumatisants et faisons autrement. Et moi, pas, parce que je suis pas encore maman. Mais à ce moment-là, ça m'intéressait déjà. Et il y avait un truc très intuitif qui m'intriguait sur, c'est pas possible que ce soit aussi, violent, comment ça peut se passer dans les salles d'accouchement, alors que c'est un moment qui est sacré, celui de donner la vie en fait. Et c'est vrai que je sais pas d'où ça me venait ce truc-là, mais ça me révoltait quoi. Il y avait un truc très fort de genre mais on peut pas bousiller un moment pareil. Enfin il y a quelque chose là qui est de l'ordre de l'initiation spirituelle en fait. Et je peux pas croire au truc un peu mainstream de tu vas à la salle d'accouchement, t'écartes les jambes, il y a quelqu'un avec des gants en plastique qui trifouille là sous un néon blanc. Il y a un truc pour moi qui fait pas sens. C'est pas possible quoi. Et je me dis là on a perdu une part de l'humanité en fait. Enfin, voilà. Et donc j'étais très curieuse de trouver d'autres manières en fait d'aborder ça. Et je pense que ça aussi ça fait peut-être partie du chemin, c'est qu'il y a en effet beaucoup de curiosité, clairement qui m'amène à gauche à droite. Mais là en tout cas c'était un peu un truc de c'est quoi le chemin de traverse que moi j'ai envie de connaître pour moi et puis de partager aux autres évidemment, mais ça a été la même démarche par rapport à la contraception, par rapport à mon rapport au corps, au poil, enfin voilà, de mon adolescence, et donc à chaque fois c'était de questionner un petit peu la norme pour trouver comment moi j'avais envie de trouver ma propre forme de liberté quoi. Et au cas où pour celles et ceux qui connaissent pas, tu peux expliquer ce que c'est justement le rôle de doula et aussi la symptothermie? Yes. Donc en fait une doula c'est vraiment une personne qui se met au service d'une autre. Donc le mot doula il vient vraiment étymologiquement du mot service, servante. Mais moi ce que je trouve très parlant c'est cette idée d'être au service, et je trouve ça extrêmement beau, cette posture qui est vraiment être à côté d'eux. Et donc une doula c'est une personne qui offre sa présence, qui offre son écoute. Et ça peut paraître, ça qui est difficile parfois à comprendre, c'est que ça paraît
très simples, presque genre un peu inutiles et sans valeur, parce qu'en fait, on valorise pas du tout ce type de choses dans la société. On valorise l'action, on valorise, les résultats. Et en fait, cette posture très subtile d'être à côté et d'être un espèce de réceptacle pour l'autre, mais c'est d'une beauté, enfin, c'est un truc incroyable. Pour moi, c'est vraiment la posture d'accompagnement la plus respectueuse qu'on puisse avoir, en fait. Parce que du coup, je vais pas trouver les solutions pour toi, mais par contre, je vais te tenir la main, en fait, pendant ta transformation. Et c'est un rôle de témoignage. C'est vraiment ça. C'est se mettre à côté et de dire, par le fait d'être vu, enfin, voilà, je te vois en train de te transformer, je te vois en train de devenir maman, mais c'est pas que autour de la maternité. Donc, c'est vrai que le mot doula, aujourd'hui, il est très associé à ça, parce que la société fait qu'on l'associe beaucoup à ce rôle, mais il y a des doulas de fin de vie, il y a des doulas pour les premières règles, il y a des doulas pour la ménopause, il y a des doulas pour les transformations de vie, les divorces. Enfin, en fait, c'est vraiment, pour moi, un peu un rôle de passeuse, en fait. Voilà. On y arrive justement. Ouais. Mais voilà, comment tu as su que tu étais passeuse d'âme? C'est un chemin sinueux. Il y avait des petits indices, quoi, je veux dire, dans mon chemin. C'est vrai que déjà très jeune, j'étais très intéressée sur ces questions de la mort. Et donc, j'en ai beaucoup parlé avec mon père très, très tôt. Ça, c'était très chouette. Et il a joué un rôle vraiment important, en fait, dans cette ouverture parce que, du coup, je venais avec des questions un peu métaphysiques, un peu spirituelles, très tôt, en fait. Et lui, comme il est très intéressé par tout ça, il a lu beaucoup de choses, il a beaucoup de livres à ce sujet. Il pouvait me répondre, en fait. Et comme il est prof aussi, évidemment, il adore, voilà, il adore parler et en parler. Et donc, j'ai pu, grâce à lui, déjà avoir pas mal d'ouverture d'esprit sur l'invisible, sur les sorties de corps, sur qu'est-ce qu'il y a après la mort, enfin, sans forcément que lui me dise c'est ça, mais juste il m'a ouvert un champ de possible, quoi. Et donc c'était pour moi assez normal de me dire ok, il y a des gens qui sont médiums, il y a des gens qui font passer les âmes, enfin donc ça faisait partie de ce qui était concevable dans ma perception des choses très tôt. Et puis quand j'étais petite, j'aimais bien aller dans les cimetières, enfin chose qui était quand même assez particulier. Oui. On va pas se mentir, oui. Et je me rappelle très bien que j'allais sur les tombes les plus délabrées. Et je trouvais ça triste qu'il y avait plus de vie, il y avait plus personne qui mettait des fleurs. Et donc j'allais cueillir des petites marguerites que j'allais mettre avec des petits cailloux pour que ça tienne, pour être sûre que ça reste là, sur les tombes qui méritaient le plus d'attention à mes yeux en tout cas. Donc celles qui en avaient le moins. Et donc c'est d'où ça sort ce truc. C'est quand même bizarre. Et puis bon, il se fait que il y a eu plusieurs choses après qui se sont passées, des rêves, des intuitions, enfin dans mon adolescence, des trucs bizarres entre guillemets qui m'arrivaient, des expériences un peu extrasensorielles, mais qui n'étaient pas encore complètement comprises. Mais je me posais quand même vachement des questions là-dessus. Et fast forward, je crois que le truc qui a vraiment marqué, en tout cas, cette prise de conscience de j'étais passeuse. Enfin, je suis passeuse. Ouais, non, en fait, il y a encore d'autres étapes entre les deux. Bon. Tu peux les expliquer, oui. Il y a eu un moment où j'ai fait un espèce de comment ça s'appelle ? Un espèce de breathwork, tu vois. Ouais. Et j'ai eu une image qui m'est apparue à ce moment-là. Et ça, je devais avoir, je sais pas quel âge, début de la vingtaine. Ouais. Et j'ai eu cette image où j'étais sur un fleuve. Et d'abord, je voyais une femme sur une barque avec un espèce de petit voile sur la tête. Et il y avait un coucher de soleil ou un lever de soleil, je savais pas encore très bien à quoi ça correspondait, de toutes les couleurs, enfin magnifiques, genre orange, mauve, rouge, voilà. Et en fait, je me rends compte que je suis cette femme sur cette barque et que je dois passer de l'autre côté, enfin qu'il y a un truc de rive, quoi. Et je suis en mode, mais c'est quoi ce truc ? Je suis sur le Nil, enfin je sais pas. Et puis voilà, je me réveille de cette vision et je me dis, mais what the fuck ? Évidemment, à ce moment-là aussi, c'est vrai que j'avais un rapport avec la spiritualité où je voulais absolument savoir quel était mon chemin. Ah oui. Et puis comme là, on a parlé de toutes les déviations, tous les parcours divers et variés de mon parcours, c'est vrai que je cherche, clairement. Ouais. Je cherche qu'est-ce que je suis venue faire, qui je suis, c'est où ma place. Ça, ça a toujours été très fort là. Et je pense qu'il y a aussi un truc
que j'ai toujours su en moi, je sais pas très bien d'où ça vient, mais je suis là pour faire quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais on est là pour quelque chose, quoi. Et ça a toujours été très clair. Et donc, c'est pour ça que je pense que quand je me rends compte que c'est pas ça, je shift très vite. Parce que je suis en mode, il y a autre chose. Je sais bien qu'il y a quelque chose d'autre, quoi. Donc, je continue à avancer. Et je me suis perdue. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais des étapes qui ont fait que tu as su que tu étais passeuse d'âme. Et donc, tu as eu cette vision. Cette vision, ouais, tout à fait. Ah oui, et donc c'est ça, que je cherchais beaucoup des solutions. Je voulais savoir qui j'étais dans cette espèce de quête de sens. Et à ce moment-là de ma vie, j'étais très... à un peu forcer les choses, quoi. À aller voir pour qu'on me dise « Oui, tu vas faire ça, nanana, et tout. » Et donc, mon rapport à la spiritualité, il était en fait très dans le contrôle, quoi. Et donc, quand j'ai reçu cette image, je voulais savoir, je voulais comprendre. Et donc, ça m'a amené aussi... relativement souvent, en tout cas à ce moment-là, à un peu me faire polluer ou à aller me mettre dans des situations qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi ou des chemins qui n'étaient pas forcément bons pour moi parce que je voulais un peu provoquer le destin, tu vois, et je voulais savoir à l'avance qu'est-ce qui allait se passer. Et donc ce truc de cette image, je me suis dit, trop bizarre, enfin, on dirait vraiment une image de passeuse, mais je voulais contrôler le truc, quoi. Et donc... à ce moment-là, je pense que j'avais un peu lâché prise, parce qu'en même temps, ça me faisait un peu peur, honnêtement. J'étais quand même un peu en mode, ok, mais so what, tu vois. Et puis, quelques années plus tard, je passe dans une librairie, un truc ésotérique, et je vois un bouquin, la même image, mais genre vraiment quasiment, vraiment la même image. Et le titre, il est écrit Passeuse d'âme dessus, quoi. Fou. Et donc, je flippe. Je l'achète pas, je rentre chez moi en courant. Ah, c'est vrai. Mais je reviens le lendemain. Oui. Et je l'achète. Ok, je comprends. Et donc là, voilà, je lis ce bouquin et je comprends qu'en fait, c'est pas que le fait de passer les âmes, à travers la mort, à travers, et que les passeuses et les passeurs d'âmes sont des personnes qui peuvent opérer dans plein de domaines différents, notamment la naissance, l'enseignement. Enfin, en fait, il y a plein de manières d'être passeur ou passeuse parce que c'est vraiment accompagner ce moment de transition pour les autres, en fait. Et c'est pas que à travers l'invisible. Et donc, à ce moment-là, ça m'a vachement rassurée. Je me suis dit, ok, je suis pas obligée tout d'un coup de voir des morts et tout, parce que même si en même temps, ça m'intriguait évidemment beaucoup, ça me faisait quand même peur. Et donc, ça m'a rassurée. Et puis, là, accélération. Le moment où vraiment ça arrivé, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. C'était en 2023, où je communiquais déjà avec l'invisible. Parce que justement, avec mes formations doula, etc., j'avais fait une formation pour communiquer avec les bébés. Et donc, ça me permettait en fait de me connecter au vivant. De manière générale. Donc j'avais parlé à mes plantes, à mon chat, j'expérimentais vraiment cette manière d'être en lien dans l'invisible. Et donc ça, c'était déjà très très fort en formation chez moi, quoi. Et puis du coup, je communiquais donc avec l'invisible. Et puis il y a eu ce moment fatidique où je commençais à sentir des trucs très bizarres chez moi. Il y avait en fait des manifestations, quoi, bizarres. Ma porte de ma toilette, celle que tu as vue là-bas, qui est la seule porte du coup de mon appartement, qui n'arrêtait pas de s'ouvrir alors que on est dans un couloir, quoi. Il n'y a pas de courant d'air possible, honnêtement. Enfin, voilà. Et cette porte n'arrêtait pas de s'ouvrir, mais vraiment, genre, c'était presque une blague, quoi. Je la ferme, elle se rouvre devant mon nez. Je la referme, elle se rouvre devant mon nez. Et donc là, je me dis bon, ok, il y a un truc bizarre. Et c'est vrai que, évidemment, je suis ouverte d'esprit et j'étais déjà intéressée par tout ça, donc ça met la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc là, je me connecte à moi, parce que du coup, j'avais cette habitude aussi de communiquer avec mon âme, si on peut l'appeler comme ça. Et je me pose la question et je me dis, mais en fait, est-ce qu'il y a des présences chez moi? Enfin, c'est quoi ce truc? Et là, je ressens, difficile à exprimer comment ça se passe, mais ça peut être des images, des mots, des sensations, mais en tout cas, il y a vraiment un ressenti en fait, il y a des présences en effet, et il y en a 9 qui veulent que je les aide à les faire passer. Et ça, c'était nouveau. Parce que moi, j'avais l'habitude de, pourquoi pas leur parler de temps en temps, si c'était nécessaire, mais pas de là à faire ça, en fait. Et je savais pas comment faire. Donc, je me suis dit, bon, ok, je vous entends, enfin, je sais que vous êtes là, j'ai pris conscience, je vais m'occuper de vous, mais un à un, tranquillement, à mon rythme, parce que j'avais pas envie de faire ça n'importe comment. Parce que ça m'était déjà arrivé 1 an avant, je pense.
Et j'ai complètement flippé ma vie. Et j'ai fait ça un peu n'importe comment. J'étais là, tiens, prends la lumière, je sais pas. Et c'était pas forcément une chouette expérience. Et j'avais un peu refermé la porte à ça. Et là, je sais pas, j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'étais plus stable émotionnellement. Et où du coup, je sais pas, j'étais plus ouverte à être dans l'inconnu, en fait. Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, je sais pas, mais c'est pas pour autant que je bloque le truc. Je vais juste y aller avec ma peur et on verra quoi. Et donc, voilà, ça a après été le début de tout un chemin qui fait que, dans ces entités-là, en fait, il y avait aussi mon nouveau guide à ce moment-là qui était présent. Et au début, je n'avais pas du tout compris l'intérêt de cette présence. Donc, j'étais en mode, oui, ok, tu veux être mon guide, mais voilà, enchantée. Et par contre, les autres, du coup, qui étaient là et qui traînaient chez moi pour me demander de l'aide, eux, du coup, je les ai fait passer un par un. Mais en fait, grâce aussi à ce guide, très vite, je me suis rendu compte que ce guide m'expliquait, me donnait des clés de compréhension, parfois était aussi un backup, quoi. Et donc, en fait, j'étais pas seule à vivre ça. J'avais du soutien, quoi, grâce à cette présence-là. Et c'est quoi un guide ? Mais pour moi, un guide, c'est donc dans l'invisible, il y a des présences. Mais en fait, c'est comme des présences sur Terre, quoi. Je veux dire, ça paraît perché parce que c'est dans l'invisible, mais en fait, on est entouré, tout le temps, de personnes physiques, mais aussi de personnes désincarnées. Et donc, voilà, les personnes désincarnées, il y en a qui sont un peu entre les deux, qui sont du coup moi ce que j'appelle les entités, et qui ont en effet parfois besoin d'aide pour passer de l'autre côté. Et celles qui sont passées de l'autre côté, du coup, elles sont sur un plan, je sais pas vraiment expliquer, j'ai pas tout compris, hein, je suis pas du tout, j'ai clairement pas tout compris. Je pense que je comprendrai peut-être jamais à part le moment où je serai moi-même partie là-haut. Mais en tout cas, sur ce plan-là, du coup, les entités sont, si on veut dire, à leur place. Et donc, elles peuvent être des soutiens. Et pour moi, chaque personne a une équipe. Il y a vraiment des présences qui veillent et qui s'occupent, si on veut, de guider, d'accompagner le chemin d'une autre personne. Et donc, il y a tout un groupe. Et parfois, souvent, en tout cas dans mon expérience, il y en a un ou une qui va être l'intermédiaire, quoi. Un peu le guide principal qui fait le porte-parole. Et donc, c'est ça que moi, j'appelle les guides. Et le guide, c'est celui-là, c'est celui qui va venir se présenter. Et parfois, ça change. Donc, dans l'équipe, il y a des tournantes, quoi. Il va y avoir, je sais pas, Trucmuche, la grand-mère pendant un temps. Et puis après, à un moment de la vie, il va se faire que, je sais pas, la personne accompagnée par ses guides est à une autre étape. Et donc, ça va être un autre guide qui va venir prendre la place du guide principal. Parce que ce guide-là va avoir peut-être des compétences ou des connaissances ou un vécu qui va résonner avec ce que la personne vit à ce moment-là. Et donc voilà, ça change, en fait, en fonction des périodes. C'est fou. Et tu disais que voilà, ce guide t'a aidé à justement passer les âmes qui étaient ici. Est-ce que tu as aussi parlé à d'autres passeurs et passeuses d'âmes pour savoir un peu justement comment gérer tout ça ? Ouais. J'ai eu envie clairement d'avoir quelqu'un qui allait me rassurer, qui allait me dire comment ça fonctionne. Et donc j'ai été en contact avec une médium. Et dans cette intention-là, ça se mettait assez bien parce que j'avais rendez-vous avec elle juste au moment où ça se passait, tout ça. Et en fait, elle m'a pas du tout rassurée comme j'aurais aimé. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte, on peut être connecté et ouvert et avec ce rôle de passeuse ou de médium ou quoi que ce soit. C'est pas pour autant qu'on a la pédagogie ou la posture d'accompagnement qui va avec, en fait, dans certains cas. Et c'est pas obligatoire pour tout le monde, hein, mais c'est vrai que moi, j'attendais ça d'elle. J'aurais aimé qu'elle puisse faire ça. Et en fait, elle avait pas assez de compétences, quoi. Et donc, je me suis très vite dit, mais en fait, non, ça va pas. Et c'est sûr que ça m'a donné l'idée. Je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin, parce que moi, j'ai eu ce besoin-là d'être accompagnée dans ce moment. Et que ça a pas été elle, quoi, clairement. Parce qu'elle m'a fait super fort peur, en fait. Elle m'a dit tout ce qui, moi, faisait que je voulais pas ouvrir la porte à ça. Ah ouais. Genre, c'est ta mission, tu dois faire ça, on a besoin de passeuses sur Terre en ce moment, gna gna gna. Et donc, elle me disait, si tu veux pas le faire, c'est que t'as des blocages. Et donc, elle me disait, elle allait m'aider pour me débloquer et tout. Mais en fait, moi, je lui faisais pas confiance. Il y avait un truc où ça me parlait pas du tout la manière dont elle m'accompagnait déjà. Moi, je déteste qu'on me dise comment je me ressens. Ça, c'est
un no-go. Et je pense que ça, c'est clairement aussi un truc que j'ai hérité de ma formation doula et de cette posture où je ne supporte pas qu'une personne extérieure me dise comment je me sens ou ce que je dois faire. Ça, c'est vraiment genre, on me prend ma liberté et moi, j'ai besoin de me sentir libre. Et je veux avoir quelqu'un qui m'accompagne à côté de moi, mais qui ne me prend pas ce truc-là, quoi. Et je pense que tout bon thérapeute se doit aussi d'avoir cette posture-là, ce qui n'est pas toujours le cas, mais voilà. Et donc, dès que moi, une personne parle à ma place ou me pose un diagnostic que j'ai pas demandé ou un conseil que j'ai pas demandé, moi c'est directement blacklisté, quoi. Donc c'est sûr que voilà, cette femme-là, j'ai pas trop aimé son approche et qu'en plus de ça, elle m'a vraiment fait peur. Et je me suis dit, mon Dieu, je vais jamais y arriver, je vais devoir me mettre au service de ça alors que j'en ai peut-être pas envie, je sais pas sous quelle forme, ça va peut-être prendre toute la place dans mon quotidien et moi j'ai envie aussi d'avoir les pieds sur terre, et j'ai pas envie de faire ça n'importe comment, parce que justement j'ai aussi déjà expérimenté des moments où je faisais ça n'importe comment et où ça se passait pas bien. Et donc je pense que ça, c'était pas un hasard non plus dans le process, pour me permettre à partir de ce moment-là d'y aller avec beaucoup plus de conscience en fait, et de pas en faire tout un truc. Je pense qu'avant il y avait aussi un espèce d'échappatoire, tu vois, genre parfois il y a un truc un peu idéalisé de la spiritualité, genre c'est mieux dans l'invisible, enfin tu vois, c'est comme si ça donnait du sens. Alors que non. Et ça t'empêchera pas d'être impliqué dans ta vie ici maintenant et de faire ce que tu as à faire ici sur Terre. Pas parce que tu es connecté avec tes guides que ça va t'épargner ce travail physique dans la matière qui en effet parfois est chiant, mais c'est comme ça. Donc ça peut être un soutien et c'est super et voilà, ça fait partie de la vie, mais c'est pas une manière de fuir en fait. Et ça, je pense que avant j'avais un petit peu ça, parce que je me disais on se fait un peu chier, non, ici, je sais pas, bof quoi. Et donc du coup c'était comme une espèce de promesse, tu vois, d'un monde magique où il pouvait se passer plein de choses et tout ça. Et en fait c'est pas ça. Et je pense que quand on aborde la spiritualité ou l'invisible avec cette attente-là, on se prend les pieds dans le tapis, quoi. Enfin, souvent, du coup, on attire à soi des énergies qui sont pas du tout ouf, et on n'en a pas conscience, et finalement, on fly, enfin, tu vois, et on se déconnecte aussi de la matière, ce qui pour moi n'est pas du tout une bonne idée, et n'est pas du tout une preuve, tu vois, d'être spirituel. Parfois, j'ai des gens aussi qui, je sais pas, qui me disent moi je sais pas, je vois les auras ou les chakras, enfin c'est pas parce que tu dis des mots spirituels que forcément tu l'es en fait. Moi je fais hyper attention à ça, et particulièrement aux personnes qui balancent ça un petit peu tu vois, comme leur identité, ou je sais pas, où tu sens qu'il y a un peu un truc derrière qui sonne un peu faux. Moi, j'attends de voir la manière de se comporter de cette personne, en fait. Pas parce qu'elle fait du yoga ou qu'elle a eu une expérience de Kundalini ou de je sais pas quoi, ou qu'elle a pris de l'ayahuasca, que forcément elle est ancrée, tu vois, alignée et enfin, je sais pas, juste dans sa posture. Donc, moi, je fais plus attention à ça qu'aux mots. Et du coup, comment t'as voulu... pourquoi t'as voulu que cette ouverture comme ça à l'invisible aussi te permettre d'aider d'autres personnes? Comment t'as voulu transformer ça aussi? En fait, ça rejoint un peu le rôle de doula, etc. T'as de nouveau voulu aider les gens, comme quand t'as donné ces cours aussi d'art, etc. Comment t'as transformé ça en mode, en fait, je veux faire, pas profiter, mais aider d'autres personnes grâce à ce que j'ai vécu aussi? Ouais. Je pense que c'est un processus assez, je sais pas, humain, tu vois. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on vit souvent des expériences pour pouvoir les redonner, tu vois. Enfin, il y a un truc de ça me profite moi, enfin je me transforme à travers une expérience, et le fait que moi je me transforme donne la permission aux autres de le faire aussi. Et donc j'ai l'impression que ça, c'est aussi une manière d'être au service, tu vois, de la vie. Enfin, moi c'est comme ça que je le perçois, et donc ça me semble assez naturel de partager en fait ce que je comprends des choses ou de mon vécu. Et puis parce que j'ai vraiment aussi ressenti ce besoin d'avoir quelqu'un qui normalise cette expérience, tu vois, avec les âmes, avec les passages et tout. Et au lieu de me faire flipper. Et que en plus c'est pas, pour moi, ça fait tellement partie de mon quotidien que c'est
pas du tout un truc extraordinaire et je pense que c'est accessible à toute personne. C'est pas un don venu des cieux, tu vois. Et je trouve qu'il y a pas mal de dérives aussi, tu vois. Enfin, comme je disais déjà, la fuite, d'attendre de l'invisible que ce soit le paradis. Alors que non. Et donc, je sais pas, je trouve que il y a vraiment un besoin aussi de rendre ça beaucoup plus accessible, tu vois, sans en faire quelque chose de perché ou de religieux. Enfin, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas dans mon expérience, et que du coup, on gagnerait beaucoup juste à s'y ouvrir avec beaucoup plus de simplicité, tu vois. Si c'est juste pour la personne, hein, tout le monde n'a pas besoin de parler à son guide, mais il y a... C'est possible, en tout cas. Et c'est aussi possible de le vivre de manière beaucoup plus chill, tu vois. Et pas par à-coup et pas par... je sais pas, enfin, comme moi, j'ai pu le vivre jusque maintenant, quoi, ouais. Ce guide, enfin, ces guides, est-ce que tu crois que c'est ça qui explique aussi justement ce voyage au Népal, que le Népal t'a appelé? Tu penses qu'en fait, et même ce changement de parcours, etc., tout ce que t'as vécu, tu penses que c'est parce que sans le savoir... T'étais déjà guidée? Je pense qu'on est tous guidés, tout le temps. Et en effet, on n'en a pas toujours conscience. Moi, j'en ai pris conscience au moment où tout ça se passait. Mais je pense que c'était déjà présent, parce que je crois que c'est d'office là, en fait. Et donc, le Népal ou d'autres moments de ma vie où, je sais pas, je sens que c'est pas ça et que je change de direction ou quoi, je l'identifie pas, à ce moment-là, je pouvais pas l'identifier à j'ai ressenti une intuition claire avec des mots, quelqu'un qui me dit c'est par là ou je sais pas quoi, parce que ça s'exprimait pas comme ça, et d'ailleurs ça s'exprime pas vraiment comme ça non plus pour le moment, pour moi, mais je pense que c'était déjà une forme, tu vois, d'écoute de mon intuition. Parce que finalement, les guides de base, entre guillemets, ils parlent enfin, on reçoit des informations, tu vois, qui vont s'exprimer de plein de manières différentes. Et par rapport au niveau, j'ai envie de dire, d'ouverture que t'as sur ton intuition, sur tes ressentis, tu peux aller loin, en effet, et pouvoir identifier que c'est tel guide qui te dit ça, ou tu vois, d'avoir vraiment des mots qui te viennent. Mais si on veut genre sur l'échelle d'ouverture, tu vois, le premier pas ou le truc le plus basique que tout le monde possède, c'est juste ces 5 sens, tu vois, et la perception, je sais pas, d'un truc dans le ventre, d'une intuition tout d'un coup qui tombe, tu sais pas d'où ça sort, en fait, c'est déjà cette connexion à l'univers, c'est déjà cette connexion à quelque chose de plus ouvert, de plus grand. Simplement, on n'a pas travaillé ce chemin pour aller plus dans la précision, et peu importe, parce que ça s'exprime déjà, en fait, sous cette forme-là. Et donc, quand tu donnes de la place à ça, et plus tu donnes de la place à ça, plus tu te rends compte que tu peux aller loin dans cette ouverture. Et c'est comme ça, c'est pour ça que moi je dis que c'est un truc qui s'apprend. C'est pas quelque chose qui te tombe dessus, genre voilà, tu vas tout d'un coup être le messie de je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est pas. Enfin, ça peut arriver comme ça, mais c'est pas obligatoire. Et en fait, ouais, cette sensibilité qui s'ouvre, c'est pas quelque chose à développer, parce qu'en fait on l'a tous, tu vois, on l'a tous et toutes, c'est juste que on lui donne pas de valeur, c'est tout en fait. Et pour moi le début de l'ouverture plus grande, c'est juste donner de la valeur à tes ressentis. Ça commence vraiment par ça, et ça semble très basique, mais en fait c'est super difficile. Tu penses que la société nous aide pas trop non plus à faire ça, enfin le modèle de société dans lequel on est? Ouais, clairement, c'est ça qui joue à fond. C'est que c'est super dur, en fait, d'aller contre ce truc très, très installé de « je ne crois que ce que je ne vois ». Oui. Et on a quand même, en tout cas aujourd'hui, vraiment grandi avec ces croyances-là. En plus, l'intuition, elle est quand même reliée à du féminin. Et donc, on est quand même dans une société patriarcale, sexiste. Voilà, et du coup, l'intuition... Enfin, quand on dit, je me fie à mon intuition, c'est vite connoté comme un truc, ça vaut rien. Ouais. Voilà. Donc, déjà, rien que ça, on part sur une base pas hyper chouette, enfin, pas hyper, en tout cas, aidante. Et puis, il suffit de creuser pas très loin dans l'histoire pour se rendre compte aussi que, tu vois, enfin, cette manière de vivre peut-être plus connectée, plus ouverte, etc., et entre gros guillemets plus féminine, enfin si on associe ça au genre
voilà. En fait, derrière, il y a eu la chasse aux sorcières, tu vois. Ouais. Donc, ça, forcément, ça laisse des traces énormes dans l'inconscient collectif et dans les lignées, parce qu'en finalement, on est tous les petits-fils, les petites-filles de personnes qui ont vécu ça, que ce soit femme ou homme, hein, peu importe, mais qui a été quand même hyper traumatisant, je pense, pour la société tout entière, et qui fait que, du coup, aussi, tu vois, par exemple, moi, quand j'ai commencé à assumer plus ce côté-là et à me dire, OK, je vais en parler, waouh, tu vois. C'est ce que j'allais te demander. Ouais, évidemment, tu vois, je me disais, mais le danger le plus ultime qui puisse m'arriver, c'est celui-là, tu vois. Même en tant que doula, tu vois, pour moi, la posture de doula aussi, elle est historiquement connectée à ce passé-là. Ouais. Et il y a quand même parfois des personnes qui comprennent pas ou qui ont peur de cette posture. Et je pense que ça vient vraiment aussi ça, tu vois, historiquement, de cette chasse aux sorcières. Alors que, en fait, c'est naturel, tu vois, d'être connecté à soi, en fait. C'est juste ça, tu vois, être à l'écoute de soi. Et je pense que cette déconnexion, elle a permis, tu vois, aussi à la société de se développer comme elle est pour le moment. Voilà, très industrialisée, patriarcale, capitaliste, etc. Et donc, il n'y a pas beaucoup de place pour développer ça, quoi. Mais ça ne saurait tarder de changer. Oui, justement, j'allais te demander si tu vois un peu un changement de mentalité, et depuis que tu commences à aussi en parler, et en parler plus ouvertement, tu vois un petit changement de mentalité ou tu as l'impression que c'est pas encore ça? C'est difficile à dire parce que tu vois, c'est vrai que j'ai de manière générale du mal à faire des généralités parce qu'en même temps, je me dis ce n'est que mon expérience, tu vois. Et donc, je crois qu'il y a aussi un truc qui rentre en jeu dans cette question, c'est que plus j'en parle, plus j'attire à moi des gens qui sont en accord avec ça, tu vois. Donc, c'est pas forcément que la mentalité change, parce que ça, je saurais pas le calculer, tu vois. Mais par contre, j'attire à moi des gens qui soit sont en questionnement sur ces sujets, ou pour qui c'est déjà tout à fait aussi une norme. Et donc, j'ai l'impression que c'est de plus en plus normal, mais je suis pas sûre que cette réponse soit tout à fait subjective, tu vois. Et aujourd'hui, du coup, tu le disais avant qu'on commence cet épisode, tu es en plein questionnement. Justement, tu es en questionnement sur quoi? Est-ce que du coup, tu as de nouveau un moment où tu te dis non, c'est pas la voie que je dois suivre, il faut que j'aille ailleurs? Voilà, comment tu te situes aujourd'hui? C'est pas un gros changement comme les autres dont je t'ai parlé. Parce que je me sens pas... C'est toujours ça. Je sais qu'il y a comme une espèce de mission, tu vois, avec le fait de parler de l'invisible, avec le fait d'œuvrer, en tout cas, à ça. C'est juste, je sais pas très bien sous quelle forme. Tout d'un coup, il y a vraiment ces questions qui sont remontées à la surface. Et en fait, le métier de doula qui est quand même revenu dans les questionnements. Parce que pour moi, c'est vrai que je l'avais de base dissocié à, tu vois, la posture de passeuse. Parce qu'à ce moment-là, c'était plus confortable presque de m'appeler doula que passeuse, tu vois. Ça me semblait moins dangereux. Oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, le côté passeuse, je l'ai intégré. Et ça me permet de voir cette posture de doula peut-être différemment aussi, tu vois. Et aussi, je pense que quand j'étais doula, j'avais un peu des croyances que je devais être ou agir d'une certaine manière pour correspondre, tu vois, à ce qu'on attend d'une doula, en fait, dans l'imaginaire collectif. Et c'était peut-être pas forcément moi, en fait, tu vois. Et en même temps, j'étais jeune. Non, je suis toujours jeune, mais je veux dire, j'étais plus jeune. Et je me cherchais encore pas mal. Et du coup, c'est vrai que cette posture, aujourd'hui, j'ai l'impression que, justement, la vie me propose de la reconsidérer, tu vois, autrement. Et parce qu'en fait, en gros, quand j'ai arrêté d'être doula, c'est parce que à ce moment-là, je vivais une rupture amoureuse. Et j'avais fait une fausse couche aussi. Donc, c'était vraiment un énorme moment de transition dans ma vie. D'ailleurs, on n'en a pas vraiment parlé, mais ça a aussi extrêmement participé à mon éveil, à plein de choses. Et cette rupture, elle a marqué vraiment un espèce de truc avant et après, quoi.
parce que j'ai fait ce choix de me choisir finalement, tu vois, et ça a fait tellement, je sais pas, d'effet sur ma lignée, sur mes vies karmiques. Enfin, il y a eu vraiment une transformation hyper profonde, quoi, qui m'a apporté de la sécurité, qui a fait que j'ai pu m'ouvrir à l'invisible par après, parce que j'étais plus, plus stable avec moi dans mes intérieurs, tu vois, dans ma structure, dans mes émotions, dans qui je suis, et donc ça a clairement aidé. Et qu'est-ce que je veux dire, c'est que du coup, cette période-là, en fait, j'avais plus envie d'être en lien avec des couples, tu vois, qui attendent un enfant, où tout va bien. Puis en fait, émotionnellement, moi, j'étais en vrac, donc j'avais pas d'espace pour accompagner les gens, tu vois. Et j'avais plus envie de ça, parce que j'avais tellement... Au moment de la rupture, tu vois, j'avais tellement l'impression que ma propre maternité et cette potentialité de devenir mère était si proche, tu vois. Genre vraiment, j'ai l'impression que je la touchais du bout des doigts. Et tout d'un coup, elle s'est volatilisée, que c'était vraiment trop difficile à ce moment-là de continuer à être dans ce milieu, tu vois. Donc, ça a été relativement normal que je m'éloigne de ça. Et c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était à peu près l'unique et seule raison pour laquelle j'ai arrêté d'être doula, tu vois. Mais c'est pas pour autre chose. Et que j'ai jamais vraiment arrêté non plus d'avoir cette posture-là, tu vois, même dans mes accompagnements, même avec les guides, même dans ma vie personnelle, parce qu'en fait, c'est un état d'être, tu vois, quand on est doula. Et ça, je crois que je pourrais pas lutter, plus que ça, sur le fait que j'ai ce truc naturel de faire de l'espace à l'autre. Même dans mon appart, je pense que ça se voit aussi, tu vois, mon salon, c'est un espace d'accueil, tu vois, il y a des canapés au sol. Combien de fois j'ai pas des copines qui se retrouvent là en chialant sur mes coussins, tu vois. Et c'est pas que j'adore ça, mais je veux dire, c'est comme quelque chose de tellement normal d'offrir cet espace pour l'autre, en fait. Et que ce soit cet espace autour de la maternité, mais aussi d'autres moments de la vie, voilà. Mais en tout cas, vraiment, accompagner les transitions, quoi. Et donc, dans le questionnement actuel de qu'est-ce que je fous, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si on avait repris, tu vois, toutes les choses que j'ai fait jusque maintenant. On les a mis dans une espèce de petite boule de Noël, tu vois, et on a tout secoué. Et là, il y a les petits flocons qui volent, mais ils sont pas encore redescendus. Donc, je sais pas très bien sous quelle forme ça va redescendre. Mais j'ai l'impression que c'est pas une redéfinition totale, c'est plus un espèce de réalignement, tu vois. Et donc, je me pose des questions sur ce rôle de doula, aussi accompagner en fait la fin de vie, et même les personnes qui viennent de décéder, ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé ces dernières années, où tu vois quelqu'un qui est décédé il y a pas si longtemps, et qui soit me contacte spontanément, si je suis en lien avec cette personne, tu vois, dans ma vie déjà, parfois ça se fait comme ça, et où du coup je reçois un message que j'ai à transmettre à la famille, tu vois, au nom de cette personne. Et puis ça m'est arrivé que des personnes me contactent pour faire ce travail, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, c'est vrai que c'est hyper puissant. Enfin, c'est fou, tu vois, parce que je me rends bien compte à quel point ça, c'est aussi une manière, en fait, d'aider cette transition, tu vois, à la fois pour les personnes qui restent et pour les personnes qui partent. Et donc, là, il y a... Je trouve qu'il y a beaucoup de sens, mais en même temps, c'est tellement délicat, tu vois. C'est un truc tellement délicat. C'est pour ça que je me disais, mais comment est-ce que j'en parle parce que, je sais pas, c'est une période hyper fragile, en fait. Et j'ai pas envie de faire ça... Enfin, ça me tient à cœur de faire ça avec de la sensibilité, tu vois. Et je sais, j'ai pas encore trouvé la manière d'en parler ou d'offrir cet espace, je sais pas comment. Mais je me pose la question de cette mort, enfin tu vois, ce passage. Puis après il y a vraiment des passages d'âmes là qui sont vraiment plus, tu vois, des personnes qui errent ou en tout cas qui sont perdues ou qui ont besoin d'aide pour passer. Ça c'est encore autre chose. Et ces personnes là, tu vois, enfin ces entités du coup, elles peuvent être accrochées soit à des personnes, soit à des lieux. Et donc ça aussi, ça fait partie de ce qui est possible. Et puis en fait il y a la naissance. Et c'est vrai que moi, dans la naissance, même au tout début de mon parcours de doula, ce qui m'intéressait, c'était le prénatal, particulièrement parce que j'ai l'impression qu'il y avait un mystère, tu vois, là, au moment de la grossesse, d'accompagner cette transition vers la vie aussi, tu vois, que je trouve, on en parle très peu. Et j'ai cette intuition qu'en fait, si tu facilites ce dialogue en fait avec ce futur bébé, déjà avant de venir sur Terre,
que ça crée en fait un climat de confiance entre les parents, enfin particulièrement du coup la personne qui va donner la vie, donc la mère a priori, et cet enfant qui va venir au monde, et que du coup il y a déjà un espèce de contrat émotionnel peut-être plus conscient, tu vois, et plus dans la collaboration pour faciliter cette mise au monde physique, tu vois. Et ça, je trouve ça très beau aussi. Donc bon, voilà. Mais c'est chouette parce que est-ce que tu es reconnaissante aussi d'avoir justement cette ouverture d'esprit et comme tu le disais, à la fois ça fait peur de le changement, mais c'est très excitant aussi, quoi. Et en fait, il y a ces deux choses-là. Ici, il y a ton ouverture qui permet de te dire, ok, tu vois un peu le champ des possibles de ce que tu peux faire. Alors oui, c'est difficile parce que tu ne sais pas où tu vas, mais en fait, tout est possible, quoi. Ouais. À fond. Et je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que tu vois, comme dans ma vie vraiment personnelle, dans mon quotidien, je communique très régulièrement avec mes guides. Et donc, du coup, tu vois, il y a aussi cette foi, même si ce mot peut être connoté, mais pour moi, c'est pas du tout une foi religieuse, c'est juste vraiment, ça va au-delà de la confiance, tu vois. C'est un truc, vraiment très, très fort sur, en fait, quoi que je fasse, finalement, c'est pas vraiment important la forme que ça va avoir, mais ce sera juste pour une raison ou pour une autre, tu vois. Même si c'est entre guillemets me tromper, c'est parce que j'ai besoin de passer par là pour comprendre que tu vois. Et donc ça, je pense que c'est devenu vraiment une vérité en moi, grâce aussi à ma connexion à mes guides. Parce que je vois bien, en fait, que quand ils m'accompagnent, ils me dirigent ou ils me proposent des choses, enfin voilà, je reçois des informations par rapport à ça, que c'est juste, tu vois. Même si je le comprends pas toujours, et que parfois ils me saoulent, parce que j'ai pas envie d'entendre, parce que je suis pas prête, parce que je résiste, parce que voilà, c'est trop d'informations, enfin voilà. Malgré tout, je vois bien que c'est cette manière-là qui plante des graines, tu vois, en moi, et qui font qu'à un moment, ça devient... ça sort, tu vois, ça pousse, et ça fait sens. Et donc, il y a une espèce de confiance générale dans le processus, qui fait que même si ça fout les boules ou que je me sens perdue, en fait, je sais que ça fait partie du truc, tu vois. Et là, particulièrement, d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours, du coup, j'ai reçu ma petite guidance quotidienne de mon guide, et qui m'a vraiment permis de comprendre et de ressentir que là, le fait de vivre cette espèce de sentiment de tout ce que j'ai mis en place, finalement, je suis plus sûre, tu vois, genre, je sais pas. Et où du coup, il y a une énorme frustration, j'avoue, clairement, parce que moi, j'étais en mode, ok, on y va, on continue, tu vois, et à construire quelque chose. Et c'est très important aussi pour moi de sentir que ce que je fais va quelque part, tu vois. Et donc, quand là, je me suis sentie vraiment, genre, un peu bloquée contre mon gré, tu vois. En même temps, je décide de l'écouter, donc c'est aussi moi. Enfin, je pourrais foncer dans le mur, mais je sais que je vais me prendre des briques, tu vois, donc j'arrête. Du coup, j'avais cette frustration, et ce que mon guide m'a dit, c'était que, en fait, c'est profites-en, tu vois, de ce moment de pause un petit peu imposé, parce qu'en fait, si je fais confiance au fait que c'est pas éternel, tu vois, ce moment de doute, je peux en tirer quelque chose de chouette. Ouais. Et donc, c'était vraiment cette idée de nourris-toi, repose-toi, amuse-toi, fais quelque chose, fais les choses qui te font plaisir, et surtout arrête d'essayer de trouver une solution, tu vois. Parce que quand je fais ça et quand j'essaie de mettre mon énergie sur, tu vois, solution oriented, je bousille le processus général, tu vois, qui est cette espèce de petite boule de neige là. Je peux pas aller retirer les flocons pour les faire descendre plus vite que ce que la gravité va faire, tu vois. Donc juste laisse faire, en fait. Faut lâcher prise. Ouais. Totalement. Et ça, c'est, je pense, un truc... là, pour le coup, ça fait lien avec le Népal. Je pense qu'il a été une des premières expériences de ma vie où j'ai dû, à ce point-là, tu vois, lâcher prise. Lâcher mes croyances, lâcher tout, et arriver vraiment comme un espèce de bébé, en mode, mais montrez-moi la vie, en fait, tu vois. Et je pense que cette posture-là, je la trouve, d'une beauté, tu vois. C'est dingue tout ce que tu peux apprendre quand tu te considères... tu vois, quand tu abordes quelque chose avec cette ouverture-là. Et en fait, maintenant, quand je te le dis, je me rends compte que ça fait vraiment... ça a vraiment été le début de cette posture par rapport à la vie, tu vois. Et tu es présente aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Quand tu as commencé à parler justement de tout ça, de guidance, de passeuse, passeur d'âme, tu as eu
peur des retours sur les réseaux sociaux? Parce qu'on sait que parfois ça peut être très justement critique, assez violent même. Comment t'as fait le pas de je vais présenter ce que je suis, ce que je fais sur mes réseaux sociaux? Ouais. Écoute. Évidemment, tu vois, ça s'articule sur aussi un travail plus personnel de libération, tu vois, de mémoire, etc. Et donc, évidemment qu'il y a eu des vies où j'étais sorcière, tu vois, voilà. On va pas faire les gens étonnés. Donc forcément, il y a eu ça. Et le fait d'aller visiter ça pour libérer, tu vois, cette peur, en fait, qui est vraiment viscérale, de dire, mais en fait, si je me montre et si j'utilise aussi ma sensibilité, je risque ma vie, tu vois. Ouais. Et donc, le fait de comprendre que ça vient de ça et de pouvoir libérer ce truc et de pouvoir rassurer, en fait, cette partie-là de moi en disant, écoute, aujourd'hui, on est en 2025, on est dans une autre incarnation et on est safe. Tu vois, ça c'était très fort et ça a participé aussi, tu vois, au fait de pouvoir le faire. Pas parce que j'ai choisi de me dire allez, je me fous un coup de pied au cul et je le fais, mais parce que j'ai été visiter le flip, tu vois. Ouais. Et donc du coup, le flip a plus besoin de crier. En fait, c'est surtout ça, quand on va libérer des trucs, c'est que si tu prends, de nouveau, si tu donnes de la valeur à ça, si tu donnes de la place à ça et que tu accueilles ça, donc de nouveau un espèce de processus de doula, tu vois, d'aller à la rencontre de cette part de toi qui flippe, et du coup, elle se sent entendue et elle a plus besoin de crier. Donc voilà, c'est plus apaisé. Et à partir de ça, du coup, tu peux faire beaucoup de choses. Et de manière très terre-à-terre, mais on reste quand même dans une société capitaliste, donc je me dois te poser la question. Tu penses que justement, cette mission, ce que tu fais, te permettra un jour d'avoir un salaire complet? Ouais, écoute, en tout cas, c'est vraiment ce que je me souhaite. Et je pense qu'en fait, c'est hyper important, tu vois, particulièrement dans ce domaine-là, dans le domaine du soin, dans le domaine du care. Et je crois qu'il y a, tu vois, beaucoup de croyances aussi qui sont de nouveau reliées à la société patriarcale. Ouais. Et je pense que c'est particulièrement difficile, déjà en tant que femme, d'oser demander de l'argent pour ce qu'on fait. Ouais. Dans n'importe quel domaine, ça de toute façon. Il y a déjà un truc à surpasser qui est immense. Et puis après, vraiment dans le monde du soin, le monde du care. Et je crois que, tu vois, pour moi, c'est vraiment... ça fait partie aussi de la transformation, tu vois, d'aller en fait réclamer mon droit à être rémunérée pour ce que j'ai à offrir, tu vois, tout à fait. Que ce soit spirituel, que ce soit accompagnement émotionnel ou autre, comme quelqu'un qui fait du pain, tu vois, et qui a créé un pain, tu le vends, t'es rémunéré pour. Et en fait, c'est juste normal. Et donc, je pense que... Et ça, si je peux donner un élan à toutes les personnes peut-être qui nous écoutent, ou une autorisation, c'est, je pense, particulièrement en tant que femme, en fait, super important de faire ce chemin-là et de se confronter, tu vois, à la réalité de, en fait, comment est-ce que je m'autonomise aussi financièrement. Et c'est vraiment pas simple, je pense, je trouve en tout cas, parce que ça vient toucher à beaucoup, beaucoup de questionnements internes, le rapport à la famille, tu vois, aux dons, au fait d'accepter de recevoir, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Et je trouve qu'en fait, tu vois, le rapport à l'argent, c'est rigolo comme on n'en parle tellement pas, parce que c'est quand même un peu tabou, alors que je trouve que, tu vois, en thérapie ou dans des accompagnements, c'est hyper révélateur, tu vois. Genre, en fait, on devrait dire, parle-moi de ton compte en banque et je peux te dire qui tu es, ou tu vois, genre, je peux t'accompagner sur ce chemin-là, parce que c'est tellement le reflet de beaucoup, beaucoup de choses, je trouve, plein de rapports différents. Et je trouve ça fou que, ce soit tellement un sujet tabou qu'on n'en parle pas, alors qu'il y a vraiment une richesse... c'est le cas de le dire en plus, à aller explorer ça, quoi, tu vois. Ouais. T'es fière du chemin que tu as eu jusqu'à maintenant? Ouais. ouais, clairement, je pense que peut-être la chose dont je suis la plus fière, et ça c'est du coup au point de vue plus personnel, mais c'est d'avoir décidé de changer ma vie le jour où j'ai quitté du coup mon ex, et où j'avais vraiment peur, tu vois, de faire ce pas. Et là, pour le coup, j'avais pas non plus du tout imaginé que j'allais le quitter. Je pensais vraiment pas le quitter.
Et là, c'était aussi, tu vois, genre une intuition qui tombe, quoi. Tu vois, quand je te dis parfois, il y a des informations qui arrivent et je sais qu'il faut que je bouge d'études. Jusque-là, ça va, c'était un domaine, tu vois, relativement... Enfin, c'était challengeant, mais c'était des choix de vie professionnels ou d'études. Et là, quand j'ai commencé, j'ai ressenti vraiment ce truc de genre, bam, l'info est là et genre, je dois partir, quoi. Il y avait un truc qui me disait, soit tu restes ici, dans cette vie comme c'est, et tu deviens un petit tas de poussière dans un coin, soit tu pars et on va aller dans un endroit inexploré et on va sauter dans le vide, on ne sait pas où ça va, mais éventuellement peut-être tu vis et il y a un peu plus de place, tu vois. Et je me suis dit c'était un non-choix parce qu'évidemment que j'ai envie de vivre. J'ai envie d'incarner toute cette lumière, de donner tout ce que j'ai à donner sur la terre, tu vois, et que j'ai clairement pas comme but de devenir un petit tas de poussière dans un coin. Donc ça a été très clair qu'il fallait que je fasse ça. Et pourtant, sur le moment, franchement, j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé, tu vois. C'était vraiment genre la goutte de trop et tout d'un coup, bam, ce truc qui tombe et je suis en mode oh, putain, je dois prendre mes affaires et me barrer. Mais what the fuck, moi-même, j'étais choquée en fait de cette espèce de fulgurance d'informations. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que je sais pas combien de temps plus tard, peut-être 1 an après, j'ai connecté avec une ancêtre à moi qui est venue me voir et que j'ai fait passer d'ailleurs, qui n'était pas passée de l'autre côté. Donc elle traînait dans la maison de chez mon grand-père d'ailleurs. Et cette femme-là, elle a eu un parcours hyper difficile avec un mari vraiment, vraiment problématique, très violent. Et donc j'ai commencé à recevoir vraiment son énergie, tu vois, qui était très en colère, très révoltée contre cet homme et contre la vie qu'elle avait dû mener, et qui était vraiment hyper violente et en plus qui a jamais été entendue, tu vois. Et ça, de nouveau, ça fait encore un lien avec le fait, tu vois, d'offrir des espaces d'écoute et de reconnaissance. Et finalement, c'est à peu près ça, je trouve, la base pour se transformer, tu vois, c'est d'être entendu, d'être vu. Et donc, à cette femme-là, donc quand j'ai reçu ces informations, la première chose que je fais, c'est justement, là, je suis comme une doula, tu vois. Je suis en mode, ok, je t'entends, je te vois, et ton vécu est entendu, tu vois. Et ça, en général, c'est assez fou dans les passages d'âme. Directement, ça shift, en fait. Et souvent, les entités, du coup, peuvent être alourdies par, tu vois, du vécu, des émotions qui sont comme bloquées. Et le fait de pouvoir le déposer, en fait, ça libère. Et puis après, elles sont en mode, ah oui, je suis prête, let's go, ouvre-moi la porte. Et je suis en mode, ok, je chante pour toi, et c'est parti, et elle monte, tu vois. Mais bref, et donc du coup, cette femme-là, quand elle m'a parlé de ce qu'elle avait vécu, elle a utilisé ce truc de genre, j'étais qu'un petit tas de poussière, tu vois. Oui. Ouais. Et là, vraiment, ça a fait méga tilt, parce que je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai jamais vraiment utilisé cette expression, mais il se fait que j'ai vraiment eu la sensation de recevoir un peu comme son wake-up call, tu vois, à ce moment-là, qui me disait, ok, meuf, soit on change l'histoire et c'est maintenant, soit on continue ce qu'on connaît et voilà, et on continue à finalement s'oublier dans une relation, tu vois, et c'était pas forcément une relation toxique, je veux dire, tu vois, je veux pas la dépeindre comme un truc négatif, violent, c'était pas violent sur ce niveau-là, c'est juste que on avait je pense des blessures l'un et l'autre qui ont fait que en fait il y avait quelque chose qui nous poussait pas forcément vers le haut, tu vois, et qui moi en fait entretenait ma blessure d'abandon, qui entretenait mon réflexe de m'écraser, tu vois, et c'était pas intentionnel de sa part, mais c'était ce que notre union nous faisait vivre en fait, je pense. Et moi quand j'ai réalisé ça, ça m'a fait flipper et je me suis dit il faut que je bouge, quoi. Et donc ce choix-là, ça a tellement transformé ma vie que je suis hyper reconnaissante et fière, tu vois, d'avoir osé changer cette histoire, tu vois. Et tous ces accompagnements, aussi bien en passeuse d'âme qu'en doula, ça te demande beaucoup d'énergie ou justement, au contraire, ça te nourrit? C'est plutôt que ça me nourrit. C'est marrant, c'est vrai que c'est une question parfois qu'on me pose, tu vois, parce qu'on se dit ça doit être épuisant de recevoir les émotions des autres, oui, c'est ça. Tu vois. Les histoires aussi. Ouais, dans le visible et dans l'invisible. Alors qu'en fait, ce que je trouve super intéressant, en fait, quand les personnes pensent ça, enfin en tout cas projettent ce truc-là, pour moi c'est vraiment le reflet aussi de quelque chose de nouveau qu'on a appris dans la société. C'est, tu vois, quand on est face à quelqu'un qui vit quelque chose,
directement, il y a un besoin d'arrêter, tu vois, les émotions. Parce que c'est trop, parce que c'est flippant, et parce qu'en fait, ça ramène à sa propre difficulté à accueillir les siennes, tu vois. Et du coup, pour faire ce que je fais, ça me demande à moi d'avoir un énorme contenant. Voilà. Mais cet énorme contenant, il garde pas, tu vois. Et c'est parce que moi-même, j'ai fait ce travail sur moi de passer dans le contenant, mais de me laisser traverser, en fait, tu vois. Et ça, je trouve que c'est le truc le plus important quand on accompagne comme ça dans l'émotionnel, ou même les passages. Mais c'est ça, c'est se faire traverser, tu vois. Ouais. Et c'est du coup, ça reste pas. Donc ça stagne pas et ça m'épuise pas. Je fais juste, si on veut, l'intermédiaire ou le canal pendant ce moment-là. Et après, je coupe, c'est fini, et je continue ma vie, et je vais manger une soupe, tu vois, et c'est bon. Donc, non, ça m'épuise pas particulièrement, en tout cas. Plus qu'un travail random, tu vois. Trop chouette. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode, et du coup, je vais te poser la question signature de Compose. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Waouh. Oui, j'adore cette question. Qu'est-ce que j'ai... Waouh, je ne sais pas. C'est vraiment difficile. Ok. Tu peux prendre ton temps. Ouais, d'accord. Parce que tu vois, en fait, c'est marrant. Je crois qu'il y a aussi un truc dans ma manière de vivre qui est vraiment très ouverte à ce qui me vient, tu vois. Du coup, j'ai l'impression que je sais pas vraiment s'il y a quelque chose que moi je voudrais faire, parce que j'ai envie aussi de recevoir ce que la vie me propose, tu vois. Et donc du coup, c'est difficile de répondre à cette question pour cette raison. Ouais. Mais quelque chose que j'ai envie d'oser faire. Waouh. Ouais, c'est vrai que c'est ça aussi qui est difficile, c'est que si je sens que c'est juste, je le ferai même si j'ai peur, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça donne un biais spécial à la question. Mais peut-être quelque chose que j'ai envie de faire, si je me focus plus sur cette partie-là, je crois que j'aimerais bien un jour écrire un livre, tu vois. Et c'est pas que j'ose pas, c'est que pour le moment, en tout cas, je sens que c'est pas le moment, tu vois. Mais peut-être qu'à un moment, ça viendra. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais avoir accompli. Si je peux tourner un petit peu cette question différemment. Oui, tu peux. Voilà. Mais de nouveau, faut que je le sente, quoi. Faut que je sente ce moment. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Trop chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Pauline d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter, et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. À bientôt pour un nouvel épisode.